I want to talk about what's happened to Ukraine. Je souhaite discuter de la situation en Ukraine, des raisons qui la sous-tendent et de ses résultats potentiels. Je souhaite également explorer ce que nous pouvons apprendre de cette situation. J'aborde ce sujet avec prudence et je préviens le public. Ma discussion, tout comme le conflit en Ukraine lui-même, est longue et complexe. Elle remet en question la propagande largement acceptée. Ma discussion risque de contrarier ceux qui croient au récit officiel. La façon dont les médias américains traitent la guerre en Ukraine me rappelle une citation de Mark Twain. Il disait que de nombreux commentateurs ont déjà confondu ce sujet et que si cela continue, nous ne saurons bientôt plus rien à ce sujet. On dit souvent que la vérité est la première victime de la guerre. La guerre est généralement accompagnée d'un nuage de mensonges officiels. Ce nuage n'a jamais été aussi dense que dans la guerre en Ukraine. Alors que des centaines de milliers de personnes ont combattu et perdu la vie en Ukraine, les machines de propagande à Bruxelles, Kiev, Londres, Moscou et Washington ont travaillé sans relâche. Leur objectif est de nous faire prendre parti, de croire ce que nous voulons croire et de critiquer quiconque remet en question les récits que nous avons acceptés. Ceux qui se trouvent en première ligne ne comprennent pas réellement ce qui se passe dans cette guerre. Ce que nous savons est seulement ce que nos gouvernements et les autres partisans de la guerre veulent que nous sachions. Ils ont pris l'habitude de croire leur propre propagande, ce qui conduit à des politiques erronées. Which guarantees delusional policies. Every government that is a party to the Ukraine war, Kyiv, Moscow, Washington, Chaque gouvernement impliqué dans la guerre en Ukraine, y compris Kiev, Moscou, Washington et d'autres capitales de l'OTAN, s'est rendu coupable de degrés divers d'auto-illusion et d'erreurs de gestion. Les conséquences ont été désastreuses pour tous. Pour l'Ukraine, elles ont été catastrophiques. À mon avis, il est grand temps que toutes les parties repensent radicalement leur politique. Maintenant, parlons de quelques antécédents nécessaires. J'ai affiché une diapositive ici. Elle illustre l'état actuel de l'OTAN, qui s'est progressivement étendu jusqu'à la frontière russe. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée pour défendre les pays européens dans le domaine d'influence américain d'après-guerre contre l'URSS, l'Union soviétique et ses nations satellites. La zone de responsabilité de l'OTAN était le territoire de ses membres en Amérique du Nord et en Europe occidentale, mais elle ne s'étendait pas au-delà. L'Alliance a contribué à maintenir un équilibre des pouvoirs et à préserver la paix en Europe pendant les 4 décennies de la guerre froide. Cependant, en 1991, l'URSS s'est dissoute et la guerre froide a pris fin. Cet événement a éliminé toute menace crédible pour le territoire des membres de l'OTAN et a soulevé une question. Si l'OTAN était toujours la réponse, quelle était la question? Les forces armées américaines n'ont eu aucun problème à répondre à cette énigme. Elles avaient des intérêts vitaux dans la préservation de l'OTAN. L'OTAN avait créé et maintenu un rôle et une présence européenne pour l'armée américaine d'après-guerre. This justified a much larger U.S. force structure and many more highly desirable. Cela justifiait une structure de force américaine plus importante et créait des postes plus attractifs pour les officiers supérieurs et les généraux qui n'auraient pas existé autrement. L'OTAN améliorait le statut international des forces armées américaines. Elle favorisait également une compétence américaine unique dans la gestion d'alliances et de coalitions multinationales. Nous sommes vraiment la seule armée qui sait faire cela. L'OTAN offrait des missions en Europe, rendant le service militaire en temps de paix plus attrayant pour les soldats, marins, aviateurs et marines américains. De plus, le XXe siècle semblait mettre en évidence que la sécurité des États-Unis était étroitement liée à celle des autres pays de l'Atlantique Nord. L'existence des empires européens signifiait que les guerres entre les grandes puissances européennes, comme les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, se transformaient rapidement en guerre mondiale. L'OTAN était le moyen par lequel les États-Unis dominaient et géraient la région euro-atlantique pendant la guerre froide. Dissoudre l'OTAN ou se retirer de celle-ci pourrait potentiellement permettre aux Européens de reprendre leurs différends et de déclencher une autre guerre qui ne serait peut-être pas limitée à l'Europe. Par conséquent, l'OTAN devait être maintenue. La façon évidente d'y parvenir était de trouver un nouveau rôle non européen pour l'organisation.
On disait que l'OTAN devait sortir de sa zone ou disparaître. En d'autres termes, l'Alliance devait être réorientée vers la projection de puissance militaire au-delà des territoires de ses États membres d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Of its Western European and North American member states. In 1998, NATO went to war with Serbia, bombing it in 1999. En 1998, l'OTAN s'est engagée dans une guerre avec la Serbie. Ce conflit a conduit au bombardement de la Serbie en 1999, dans le but de séparer le Kosovo de celle-ci. En 2001, suite aux attaques terroristes du 11 septembre à New York et à Washington, l'OTAN s'est jointe aux États-Unis pour occuper l'Afghanistan et tenter d'y établir la paix. En 2011, l'OTAN a déployé des forces pour faciliter un changement de régime en Libye. En 2014, après un coup d'État anti-russe soutenu par les États-Unis à Kiev, des ultranationalistes ukrainiens ont interdit l'utilisation officielle de la langue russe et d'autres langues minoritaires dans leur pays. Parallèlement, ils ont déclaré l'intention de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. L'une des conséquences potentielles de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait le contrôle de la base navale russe de Sébastopol en Crimée, vieille de 250 ans, par les États-Unis et l'OTAN. La Crimée, une région russophone, avait voté plusieurs fois contre son rattachement à l'Ukraine. Par conséquent, la Russie, invoquant l'intervention violente de l'OTAN pour séparer le Kosovo de la Serbie comme précédent, a organisé un référendum en Crimée. Ce référendum a soutenu la réintégration de la Crimée dans la Fédération de Russie. Malgré des questions sur l'organisation du référendum, ces résultats étaient conformes au vote précédent sur la question. Pendant ce temps, en réponse à l'interdiction de l'utilisation du russe dans les administrations et l'éducation en Ukraine, les régions majoritairement russophones de la région du Donbass ont tenté de faire sécession. Au moment où je parle, vous pouvez voir les résultats de diverses élections et manifestations dans ces régions, qui pourraient valoir la peine d'être examinées. Kiev sent forces to suppress the rebellion. Moscow responded. Kiev a déployé des forces pour réprimer la rébellion. Moscou a réagi en soutenant les revendications des locuteurs ukraino-russes en matière de droits des minorités. Ces droits leur étaient garantis par la précédente constitution ukrainienne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, également connue sous le nom d'OSCE. L'OTAN a soutenu Kiev dans sa position contre Moscou. Cela a conduit à une guerre civile croissante parmi les Ukrainiens. Le conflit s'est rapidement transformé en une guerre par procuration en Ukraine, impliquant les États-Unis, les membres de l'OTAN et la Russie. Des négociations ont eu lieu à Minsk, la capitale du Bélarus. L'OSCE a facilité ces pourparlers, avec le soutien de la France et de l'Allemagne. Ils ont conclu un accord entre Kiev et Moscou. L'accord comprenait plusieurs mesures telles qu'un cessez-le-feu dans le Donbass, le retrait des armes lourdes de la ligne de front et la libération des prisonniers de guerre. Il comprenait également une réforme constitutionnelle en Ukraine, accordant l'autonomie gouvernementale à certaines zones du Donbass et rétablissant le contrôle de Kiev sur les frontières de la zone rebelle avec la Russie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé ces termes. Il signifiait l'acceptation de Moscou que les provinces russophones en Ukraine resteraient partie d'une Ukraine unie mais fédéralisée. Cela était conditionné à l'octroi d'une autonomie linguistique similaire à celle du Québec. Cependant, avec le soutien des États-Unis, l'Ukraine a refusé de mettre en œuvre ce à quoi elle avait consenti. Des années plus tard, les gouvernements français et allemands ont avoué que leurs efforts de médiation à Minsk étaient un stratagème. L'objectif était de gagner du temps pour armer Kiev contre Moscou. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky, like his predecessor in office, Petro Poroshenko, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout comme son prédécesseur Petro Poroshenko, a admis qu'il n'avait jamais eu l'intention de mettre en œuvre les accords. Malgré cela, il a fait campagne sur une plateforme visant à mettre en œuvre ces accords lors des élections qu'il a remportées. À certains égards, les politiciens ukrainiens peuvent être plus admirables que les politiciens américains. Dans le contexte de la réunification allemande, de la dissolution du pacte de Varsovie et du retrait de la Russie de son influence politique et économique en Europe centrale et orientale, l'Occident avait promis à plusieurs reprises de ne pas exploiter le vide stratégique résultant en élargissant l'OTAN.
Cependant, au fur et à mesure que les années 1990 avançaient, les États-Unis ont insisté pour le faire, malgré le manque d'enthousiasme de certains autres membres de l'OTAN. L'élargissement de l'OTAN a progressivement éliminé la zone tampon d'Europe de l'Est que les gouvernements russes successifs considéraient comme essentielle pour leur sécurité. À mesure que d'anciens membres du pacte de Varsovie rejoignaient l'OTAN, des armes, des troupes et des bases américaines ont commencé à apparaître sur leur territoire. En 2008, dans une dernière tentative d'étendre la sphère d'influence américaine aux frontières de la Russie, Washington a convaincu l'OTAN d'annoncer son intention d'admettre à la fois l'Ukraine et la Géorgie en tant que membres. Cela équivaudrait à ce que le Mexique et le Canada rejoignent le pacte de Varsovie pour les États-Unis. Les États-Unis ont déployé leurs forces à l'Est, en plaçant des lanceurs de défense antimissiles balistiques en Roumanie et en Pologne. Defense launchers in both Romania and Poland. These were technically capable of rapid reconfiguration to mount short-range strikes on. Ces derniers étaient techniquement capables de changer rapidement pour lancer des attaques à courte portée sur Moscou. Leur déploiement a accru les craintes russes d'une attaque surprise soudaine des États-Unis. Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN et que les États-Unis effectuaient des déploiements similaires là-bas, la Russie n'aurait qu'environ 5 minutes d'avertissement d'une attaque sur Moscou. Ce temps d'avertissement serait encore plus court si des missiles hypersoniques étaient utilisés. Le rôle de l'OTAN dans la séparation du Kosovo de la Serbie et dans les opérations de changement de régime des États-Unis en Afghanistan et en Libye a suscité des inquiétudes. Son soutien aux forces anti-russes en Ukraine a convaincu Moscou que l'OTAN n'était pas seulement une alliance défensive. Dès 1994, les gouvernements russes successifs ont commencé à avertir les États-Unis et l'OTAN. Ils ont déclaré que l'expansion continue, en particulier en Ukraine et en Géorgie, entraînerait une réponse forte. Washington était au courant de la détermination de la Russie à réagir grâce à diverses sources. Cela comprenait des rapports de ses ambassadeurs à Moscou. En février 2007, Vladimir Poutine a pris la parole lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Il a déclaré « Je pense qu'il est clair que l'expansion de l'OTAN est une provocation sérieuse. Nous avons le droit de demander « Contre qui est cette expansion ?» Et qu'est-il arrivé aux promesses faites par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? Le 1er février 2008, l'ambassadeur Bill Burns, qui est maintenant à la tête de la CIA, a envoyé un télégramme depuis Moscou. Il a averti que les Russes étaient unis, déterminés et sérieux au sujet de cette question. That on this subject, Russians were united and determined and serious. Burns felt so strongly about the consequences of NATO expansion into Ukraine. Burns était tellement passionné par les répercussions potentielles de l'expansion de l'OTAN en Ukraine qu'il a intitulé son câble « Net means net, no means no ». Malgré cela, en mars 2008, l'OTAN a invité à la fois l'Ukraine et la Géorgie à rejoindre l'Alliance. Moscou s'y est opposé, déclarant que l'adhésion à l'Alliance est une erreur stratégique importante, qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité pan-européenne. En août 2008, pour souligner ce point, Moscou est entré en guerre pour assurer l'indépendance des régions minoritaires rebelles à la frontière russe lorsque la Géorgie a tenté d'étendre son pouvoir. Ces régions étaient l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Moins d'un jour après le coup d'État soutenu par les États-Unis qui a établi un gouvernement anti-russe à Kiev en 2014, Washington a officiellement reconnu le nouveau régime. Lorsque la Russie a annexé la Crimée et qu'une guerre civile a éclaté avec la population russophone de l'Ukraine, les États-Unis ont soutenu et approvisionné les ultranationalistes ukrainiens. Ces ultranationalistes avaient des politiques qui avaient aliéné la Crimée et incité les séparatistes russophones. Les États-Unis et l'OTAN ont lancé un effort de plusieurs milliards de dollars pour restructurer, requalifier et réarmer les forces militaires de Kiev. L'objectif déclaré était de permettre à Kiev de récupérer le Donbass et éventuellement la Crimée. À l'époque, l'armée régulière ukrainienne était en état de délabrement. Les premières attaques contre les russophones dans les régions est et sud de l'Ukraine ont été principalement menées par des milices ultranationalistes. By 2015, Russian soldiers were fighting alongside the Donbass rebels. En 2015, des soldats russes ont commencé à combattre aux côtés des rebelles du Donbass. Cela marquait le début d'une guerre par procuration non déclarée entre les États-Unis et l'OTAN d'un côté,
et la Russie de l'autre. Au cours des 8 années suivantes, alors que la guerre civile en Ukraine se poursuivait, Kiev a constitué une armée formée par l'OTAN. Cette armée comptait 700 000 hommes, sans compter 1 million de réservistes. Ils ont acquis de l'expérience au combat contre les séparatistes soutenus par la Russie. Le nombre de soldats ukrainiens réguliers était légèrement inférieur à celui du personnel militaire actif de la Russie, qui était alors de 830 000. En 8 ans, l'Ukraine avait constitué une force plus importante que n'importe quel membre de l'OTAN, à l'exception des États-Unis et de la Turquie. Cette force dépassait les forces armées combinées de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Comme prévu, la Russie a perçu cela comme une menace. Pendant ce temps, les tensions avec la Russie s'intensifiaient. Au début de l'année 2019, les États-Unis ont décidé de se retirer unilatéralement du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, également connu sous le nom de traité INF. Ce traité interdisait le déploiement de missiles terrestres d'une portée allant jusqu'à 3420 miles en Europe. La Russie a critiqué cette décision comme un acte destructeur qui augmenterait les risques de sécurité. Malgré les réserves de certains membres de l'OTAN, les États-Unis ont insisté pour que l'OTAN continue d'offrir périodiquement à l'Ukraine la possibilité d'adhérer. Cette offre a été réitérée le 1er septembre 2021, quelques mois seulement avant le début de la guerre. À ce moment-là, après avoir reçu des milliards de dollars de formation et de transfert d'armes des États-Unis, Kiev croyait enfin être prêt à réprimer la rébellion de sa population russophone et de leurs alliés russes. To crush its Russian speakers' rebellion and their Russian allies. As 2021 ended, Ukraine stepped up its pressure. Alors que 2021 touchait à sa fin, l'Ukraine a intensifié sa pression sur les séparatistes dans le Donbass. Ils ont déployé des forces pour lancer une offensive significative contre eux, à partir du début de l'année 2022. Vers la même période, en décembre 2021, Vladimir Poutine a émis une demande formelle de garantie de sécurité écrite. Cela est survenu 28 ans après le premier avertissement de Moscou. Les garanties visaient à atténuer les menaces perçues par la Russie liées à l'expansion de l'OTAN. Elles comprenaient la restauration de la neutralité de l'Ukraine, l'interdiction du déploiement de forces américaines aux frontières russes et la réinstauration de limites sur le déploiement de missiles de portée intermédiaire et de portée plus courte en Europe. Le ministère russe des Affaires étrangères a ensuite présenté un projet de traité à Washington. Ce traité reprenait ces termes, similaires aux demandes formulées par l'ancien président Boris Yeltsin en 1997. Dans le même temps, la Russie a rassemblé des troupes le long de sa frontière avec l'Ukraine. Cela a été fait à la fois pour souligner la détermination de Moscou et pour contrer l'offensive prévue par Kiev contre les séparatistes du Donbass. Le 26 février 2022, les États-Unis ont répondu officiellement aux Russes. Ils ont déclaré que ni les États-Unis ni l'OTAN n'accepteraient de négocier la neutralité de l'Ukraine ou d'autres questions similaires avec la Russie. Quelques jours plus tard, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exposé sa compréhension des positions américaines et de l'OTAN. Il l'a fait lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Russie. Il a déclaré « Nos collègues occidentaux ne sont pas prêts à accepter nos principales propositions, en particulier celles concernant la non-expansion de l'OTAN vers l'Est. » This demand was rejected, with reference to the bloc's so-called open door policy. La demande a été rejetée, invoquant la prétendue politique de porte ouverte du bloc et le droit de chaque État de déterminer ses propres mesures de sécurité. Ni les États-Unis ni l'OTAN n'ont proposé d'alternative à cette clause cruciale. Moscou souhaitait des négociations, mais était prêt à faire la guerre pour éliminer les menaces auxquelles il s'opposait en l'absence de telles discussions. Washington en était conscient lorsqu'il a refusé de s'engager dans des pourparlers avec Moscou. Le refus américain de négocier était un choix clair d'accepter le risque de guerre plutôt que de chercher un compromis ou une entente avec la Russie. Les agences de renseignement américaines et alliées ont rapidement commencé à diffuser des informations prétendant décrire les prochaines opérations militaires russes et leurs tentatives de les empêcher. Fait intéressant, si l'on regarde les prédictions, elles ne correspondent pas à ce que les Russes ont réellement fait. À la mi-février, le conflit entre l'armée ukrainienne et les forces séparatistes dans le Donbass s'est intensifié.
Les observateurs de l'OSCE ont signalé une augmentation rapide des violations du cessez-le-feu par les deux parties, mais la plupart auraient été initiées par l'Ukraine. Peut-être de manière insincère, les séparatistes du Donbass ont alors demandé la protection de Moscou et ont organisé une évacuation massive des civils vers des zones sûres en Russie. Le 21 février, le président russe Poutine a reconnu l'indépendance des deux prétendues républiques populaires du Donbass et a ordonné aux forces russes de les protéger contre les attaques ukrainiennes. On February 24, 2022, in an address to the Russian nation, Putin then declared that Le 24 février 2022, Poutine s'est adressé à la nation russe. Il a déclaré « La Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante provenant du territoire de l'Ukraine moderne. » Il a annoncé avoir ordonné une opération militaire spéciale. Cette opération avait pour but de protéger les personnes qui ont été harcelées et soumises à un génocide au cours des 8 dernières années. Elle visait également à œuvrer pour la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Il a ajouté « Au cours des 30 dernières années, nous avons essayé de nous mettre d'accord avec les principaux pays de l'OTAN. Nous voulions établir des principes de sécurité égale et indivisible en Europe. Cependant, nous avons été confrontés soit à la tromperie et au mensonge, soit à la pression et au chantage en réponse à nos propositions. Malgré nos protestations et nos préoccupations, l'Alliance Atlantique continue de s'étendre. Sa machine militaire se déplace et se rapproche de nos frontières. Le récit officiel des États-Unis et de l'OTAN contredit chaque élément de la déclaration de Poutine. Il mène une guerre de l'information contre la Russie. Cependant, les faits soutiennent la déclaration de Poutine. À l'ère post-soviétique, l'OTAN et la sphère d'influence américaine en Europe se sont étendues vers les frontières de la Russie. Cela s'est produit malgré les avertissements et les protestations russes croissants. En revanche, Moscou était en retraite constante. Il avait abandonné sa sphère d'influence en Europe de l'Est. it had abandoned its sphere of influence in Eastern Europe. It made no effort to re-establish it. Moscow repeatedly warned. L'effort de le rétablir n'a pas été fait. Moscou a émis des avertissements répétés selon lesquels l'expansion de l'OTAN et les forces diplomatiques avancées des États-Unis, en particulier depuis l'Ukraine, constituaient une menace sérieuse. Moscou s'est senti obligé de répondre à cette menace. Étant donné la transformation de l'OTAN, d'une alliance exclusivement défensive axée sur l'Europe en un outil de projection de puissance en soutien au changement de régime américain et à d'autres opérations militaires au-delà des frontières de ses membres, Moscou avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Il craignait que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne menace activement leur sécurité. Cette menace a été soulignée par le retrait des États-Unis du traité qui nous empêchait auparavant de placer des armes nucléaires à portée intermédiaire en Europe, y compris en Ukraine. Moscou a constamment demandé que l'Ukraine reste neutre. Cette neutralité ferait de l'Ukraine un tampon et un pont entre la Russie et le reste de l'Europe. Elle ne ferait pas partie de la Russie ni une plateforme pour que la Russie projette sa puissance contre le reste de l'Europe. En revanche, les États-Unis visaient à faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN, à l'amener dans notre sphère d'influence et à l'utiliser comme une plateforme pour déployer la puissance militaire américaine contre la Russie. Dans l'accord de Minsk, Moscou a accepté de respecter la souveraineté continue de l'Ukraine dans la région du Donbass, à condition que les droits des russophones y soient garantis. Cependant, avec le soutien des États-Unis et de l'OTAN, l'Ukraine a choisi de ne pas mettre en œuvre les accords de Minsk. Au contraire, elle a intensifié ses efforts pour soumettre le Donbass. When Washington refused to hear the Russian case for mutual accommodations in Europe, Lorsque Washington a refusé de prendre en compte l'argument de la Russie en faveur d'accommodements mutuels en Europe et a plutôt poussé pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, notre gouvernement était conscient que cela provoquerait une réponse militaire de la part de la Russie. En fait, Washington l'a même prédit publiquement. Au début de la guerre qui a suivi, un projet de traité de paix entre la Russie et l'Ukraine a été réalisé grâce à une médiation de tiers. Cependant, l'Occident, représenté par la Grande-Bretagne, est intervenu et a insisté pour que l'Ukraine le rejette. Cet incident malheureux m'amène aux objectifs de guerre des participants, que chaque camp a choisi de déformer dans le cas des autres. Kiev est resté fidèle à ses objectifs,
qui consiste à créer une identité nationale purement ukrainienne. Cette identité exclut les langues, cultures et autorités religieuses russes et autres. Aujourd'hui même, Orbán, le président de droite de la Hongrie, a déclaré qu'il s'opposerait à toute aide supplémentaire à l'Ukraine tant que les 150 000 résidents ukrainiens de langue hongroise ne seront pas autorisés à utiliser leur propre langue, comme c'était le cas sous l'ancienne constitution. L'Ukraine voulait réprimer les locuteurs russes qui s'étaient rebellés contre leur assimilation forcée. L'Ukraine cherchait à obtenir une protection des États-Unis et de l'OTAN et à s'intégrer à l'Union européenne. L'Ukraine visait également à récupérer les territoires russophones que Moscou avait illégalement annexés, y compris les oblasts de Donetsk et de Crimée. Je devrais revenir sur certaines des conséquences de 2014. Crimea, I should go back to some of the consequences of 2014, you can see this is where things stood pretty much on the verge of the conflict. C'est ici que les choses étaient au bord du conflit. Le conflit a commencé ici. Moscou a clairement défini ses objectifs maximum et minimum dans le projet de traité qu'il a présenté à Washington le 12 décembre 2021. Les principaux intérêts de la Russie ont toujours été, et continuent d'être, premièrement, d'empêcher l'Ukraine de tomber sous la sphère d'influence américaine. Cette influence s'est déjà répandue dans le reste de l'Europe de l'Est. La Russie vise à contraindre l'Ukraine à maintenir sa neutralité entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Deuxièmement, la Russie vise à protéger et garantir les droits fondamentaux des locuteurs russes en Ukraine. Les objectifs de Washington, que l'OTAN a également adoptés, ont été beaucoup plus vagues et indéfinis. Comme l'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan en juin 2022, quelques mois après le début de la guerre. Nous nous sommes abstenus de définir ce que nous considérons comme l'objectif final. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, demain et la semaine prochaine pour renforcer autant que possible la position des Ukrainiens. Cela se passe d'abord sur le champ de bataille, puis finalement à la table des négociations. Le premier principe de la guerre est de fixer des objectifs réalistes, de développer une stratégie pour les atteindre et de planifier la fin de la guerre. Ce que Sullivan a décrit est une recette parfaite pour une guerre sans fin. Comme en témoignent le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, la Libye, la Syrie et le Yémen, c'est devenu l'approche standard américaine de la guerre. Syria and Yemen attest, this has become the established American way of war. No clear objectives, no plan to achieve them, and no concept of how to end the war. Il n'y a pas d'objectif clair, pas de plan pour les atteindre et aucune idée de comment mettre fin à une guerre. Il n'y a également aucune compréhension des conditions de fin de guerre et avec qui. La déclaration la plus claire des objectifs américains dans cette guerre a été faite par le président Biden au début. Il a déclaré que son objectif avec la Russie était d'épuiser ses ressources économiques et affaiblir son armée pendant des années, quel qu'en soit le prix. Le gouvernement des États-Unis ou l'OTAN n'a jamais déclaré que la protection de l'Ukraine ou des Ukrainiens était l'objectif principal américain. Au contraire, ils semblent utiliser leur bravoure pour affaiblir la Russie. Nous semblons prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. En avril 2022, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a répété que l'aide américaine à l'Ukraine visait à affaiblir et isoler la Russie. Cela la priverait de toute capacité crédible de faire la guerre à l'avenir. De nombreux politiciens et commentateurs américains ont salué l'idée que les Ukrainiens sacrifient leur vie à cette fin, plutôt que les Américains. Certains ont même suggéré que la désintégration de la Fédération de Russie devrait être un objectif de guerre. Si vous êtes russe, vous n'avez pas besoin d'être paranoïaque pour voir ces menaces comme existentielles. Le président russe Poutine estime que les objectifs de guerre des États-Unis visent à humilier stratégiquement la Fédération de Russie. Si possible, il vise à renverser son gouvernement et à la démanteler. Les États-Unis n'ont pas nié son évaluation. The United States has not disputed his assessment. In mid-March 2022, the government of Turkey and En mars 2022, le gouvernement turc et le premier ministre israélien Naftali Bennett ont agi en tant que médiateurs entre les négociateurs russes et ukrainiens. Ils sont parvenus à un accord provisoire sur un règlement temporaire. Selon cet accord, la Russie se retirerait à sa position du 23 février. À ce moment-là,
La Russie contrôlait une partie de la région du Donbass et toute la Crimée. En retour, l'Ukraine a accepté de ne pas poursuivre son adhésion à l'OTAN. À la place, elle recevrait des garanties de sécurité de plusieurs pays. Une réunion était en cours de planification entre le président russe Poutine et le président ukrainien Zelensky pour finaliser cet accord. Les négociateurs avaient déjà approuvé cet accord, en attente de l'approbation des autorités supérieures. Le 28 mars 2022, le président Zelensky a déclaré publiquement que l'Ukraine était prête à la neutralité. Cela serait combiné à des garanties de sécurité dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Cependant, le 9 avril, le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite inattendue à Kiev. Au cours de sa visite, il aurait conseillé à Zelensky de ne pas rencontrer Poutine. Ses raisons étaient que Poutine était un criminel de guerre et semblait plus faible qu'il ne l'était. Johnson a suggéré que Poutine devrait être vaincu plutôt que d'être apaisé. Il a également déclaré que même si l'Ukraine était prête à mettre fin à la guerre, l'OTAN ne l'était pas. Suite à cela, la réunion proposée entre Zelensky et Poutine a été annulée. Poutine a annoncé que les négociations avec l'Ukraine étaient dans une impasse. Zelensky a expliqué que Moscou voulait un seul traité pour résoudre tous les problèmes. Moscow would like to have one treaty that would resolve all the issues. However, not everyone sees themselves at the table with Russia. For them, security guarantees. Cependant, tout le monde ne se considère pas en accord avec la Russie. Pour ces individus, les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont une question distincte de l'accord avec la Fédération russe. Cela a marqué la conclusion des négociations russo-ukrainiennes et, par conséquent, toute chance de résoudre le conflit en dehors du champ de bataille. Cette guerre a commencé et continue en raison de calculs erronés de toutes les parties impliquées. L'expansion de l'OTAN était légale, mais elle était également prévisiblement provocatrice. La réponse de la Russie, bien que totalement prévisible, était illégale et s'est avérée très coûteuse pour le pays. L'intégration militaire de facto de l'Ukraine a conduit à sa dévastation. Les États-Unis pensaient que les menaces de guerre russes concernant la neutralité de l'Ukraine étaient des bluffs qui pouvaient être dissuadés en exposant et en ridiculisant les plans et intentions russes, tels que compris par Washington. La Russie, en revanche, supposait que les États-Unis préféreraient les négociations à la guerre et voudraient éviter de diviser à nouveau l'Europe en blocs hostiles. Les Ukrainiens comptaient sur l'Occident pour protéger leur pays. Lorsque la performance de la Russie au cours des premiers mois de la guerre a été décevante, l'Occident a conclu que l'Ukraine pouvait la vaincre. Cependant, aucune de ces suppositions ne s'est avérée correcte. Malgré cela, la propagande officielle, renforcée par les médias grand public et les réseaux sociaux complaisants, a convaincu la plupart des gens en Occident que rejeter les négociations sur l'expansion de l'OTAN et encourager l'Ukraine à combattre la Russie est d'une manière ou d'une autre dans l'intérêt de l'Ukraine. To fight Russia is somehow pro-Ukrainian. Sympathy for the Ukrainian war effort is entirely understandable, and I share it. Il est tout à fait compréhensible de sympathiser avec l'effort de guerre ukrainien, et je le fais également. Cependant, comme nous aurions dû le comprendre lors de la guerre du Vietnam, les démocraties souffrent lorsque les reportages deviennent biaisés et que les gouvernements privilégient leur propre propagande plutôt que la vérité de ce qui se passe sur le champ de bataille. La seule façon d'évaluer le succès ou l'échec des politiques est de les comparer aux objectifs qu'elles étaient censées atteindre. Alors, comment se débrouillent les participants à la guerre ukrainienne en termes de réalisation de leurs objectifs ? Commençons par l'Ukraine. De 2014 à 2022, la guerre civile en Ukraine a fait près de 15 000 morts. Le nombre de personnes tuées au combat depuis le début de la guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie en février 2022 est inconnu. En Ukraine, il est illégal de divulguer les chiffres des victimes. Cependant, il est probable qu'ils se comptent par centaines de milliers. Le véritable nombre de victimes a été dissimulé en raison d'une intense guerre de l'information. Les seules informations disponibles en Occident sur les morts et les blessés sont de la propagande en provenance de Kiev. Ils prétendent un nombre élevé de pertes russes, mais ne fournissent aucune information sur leurs propres pertes. On sait cependant que 10% des Ukrainiens font maintenant partie des forces armées et que 78% ont des proches ou des amis qui ont été tués ou blessés. On estime que 50 000 Ukrainiens sont maintenant amputés. Pour donner un peu de contexte, pendant la Première Guerre mondiale,
Lorsque l'amputation était le traitement standard pour les blessures aux membres, seuls 41 000 Britanniques ont subi des amputations. Only 41,000 Britons had to have amputations. Fewer than 2,000 U.S. veterans of the Afghan and Iraq invasions. Moins de 2000 vétérans américains des invasions de l'Afghanistan et de l'Irak ont subi des amputations. On pense largement que les forces ukrainiennes ont subi des pertes plus importantes que leurs adversaires russes. On estime que des centaines de milliers de personnes ont sacrifié leur vie pour défendre leur pays et tenter de récupérer les territoires occupés par les Russes. Au début de la guerre, l'Ukraine comptait environ 31 millions d'habitants. Depuis lors, le pays a perdu au moins un tiers de sa population. Plus de 6 millions de personnes ont cherché refuge à l'ouest, tandis que 2 millions ou plus se sont installés en Russie. Les Ukrainiens russophones ont également quitté le pays. De plus, 8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés de leur domicile mais restent toujours en Ukraine. L'infrastructure, les industries et les villes du pays ont été gravement endommagées, et son économie a été ruinée. Comme c'est souvent le cas en temps de guerre, la corruption est devenue une caractéristique prédominante de la politique ukrainienne. La jeune démocratie de l'Ukraine a été démantelée, avec l'interdiction de tous les partis d'opposition, des médias indépendants et de la dissidence. Cependant, l'agression russe a uni les Ukrainiens, y compris de nombreux russophones, d'une manière jamais vue auparavant. Cela a involontairement renforcé l'identité ukrainienne distincte que la mythologie russe et le président Vladimir Poutine ont tenté de nier. Malgré la perte de territoire, l'Ukraine a acquis un fort sentiment d'unité patriotique basé sur une opposition fervente à Moscou. Cohesion based on passionate opposition to Moscow. The flip side of this, of course, is that Ukraine's Russian-speaking separatists have also had their Russian. L'autre aspect de cela est que les séparatistes russophones en Ukraine ont renforcé leur identité russe. Maintenant, il est presque certain qu'ils n'accepteront pas de faire partie d'une Ukraine unie, comme cela aurait pu être possible selon les accords de Minsk. Avec l'échec de la contre-offensive de l'Ukraine, il est clair, et je veux vous le montrer sur ce diaporama, vous pouvez voir ce que l'Ukraine a gagné. Ce n'est qu'une petite zone bleue ou deux. Donc, avec l'échec évident de la contre-offensive, il est peu probable que le Donbass ou la Crimée reviennent un jour sous le contrôle de l'Ukraine. À mesure que la guerre se poursuit, l'Ukraine pourrait perdre davantage de territoire, y compris son accès à la mer Noire. Ce qui a été perdu sur le champ de bataille et dans le cœur des gens ne peut pas être récupéré à la table des négociations. L'Ukraine sortira de cette guerre endommagée, affaiblie, avec moins de territoire et moins de population. Enfin, il n'y a aucune chance réaliste pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Comme l'a déclaré l'assistant du Conseil de sécurité nationale, Sullivan, tout le monde doit faire face au fait que laisser l'Ukraine rejoindre l'OTAN maintenant signifierait la guerre avec la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, il doit y avoir un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a aucun signe d'un tel traité. No such treaty is anywhere in sight. In continuing to insist that Ukraine will become a NATO member once the war is concluded. L'Occident continue d'affirmer que l'Ukraine rejoindra l'OTAN une fois la guerre terminée. Cette position a ironiquement encouragé la Russie à refuser de mettre fin à la guerre. En fin de compte, l'Ukraine devra faire la paix avec la Russie, probablement selon des termes favorables à la Russie. La guerre n'a pas bénéficié à l'Ukraine. Elle a considérablement affaibli la position de négociation de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Cependant, le sort de Kiev a toujours été une préoccupation secondaire dans les discussions politiques américaines. Les États-Unis ont plutôt essayé d'utiliser la bravoure ukrainienne pour défier la Russie, revitaliser l'OTAN et renforcer la domination américaine en Europe. Les États-Unis n'ont pas consacré de temps à réfléchir à la manière de ramener la paix en Europe. Et la Russie, a-t-elle réussi à éliminer l'influence américaine en Ukraine? A-t-elle contraint Kiev à déclarer sa neutralité ou à rétablir les droits des russophones en Ukraine? La réponse est non. Pour l'instant, l'Ukraine dépend entièrement des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN. Kiev reste un adversaire à long terme de Moscou et continue d'aspirer à rejoindre l'OTAN. Les individus russes en Ukraine sont les victimes de la version locale de la culture de l'annulation. Indépendamment de l'issue de la guerre,
L'hostilité mutuelle a dissipé le récit russe d'une fraternité russo-ukrainienne basée sur des racines communes dans la rue de Kiev. La Russie a été contrainte d'abandonner ses efforts de 3 siècles pour s'aligner sur l'Europe et de se tourner plutôt vers la Chine, l'Inde, le monde islamique et l'Afrique. And instead pivot to China, India, the Islamic world, and Africa. Reconciliation with a seriously alienated European Union will not come easily. La réconciliation avec l'Union européenne, qui est significativement éloignée, peut ne pas être facile, voire impossible, pour la Russie. Bien que la Russie n'ait pas perdu sur le champ de bataille, n'ait pas été affaiblie ou isolée stratégiquement, elle a subi des coups d'opportunité substantiels. De plus, l'OTAN s'est étendue pour inclure la Finlande et potentiellement la Suède. Cependant, cela n'altère pas l'équilibre militaire en Europe. Malgré la représentation occidentale de la Russie comme intrinsèquement agressive, Moscou n'a montré aucun désir ou capacité d'attaquer ces deux États neutres, amicaux, précédemment fortement alignés sur l'Occident et lourdement armés. Ni la Finlande ni la Suède n'ont l'intention de participer à une attaque non provoquée contre la Russie. Pourtant, leur décision de rejoindre l'OTAN est politiquement préjudiciable pour Moscou. Comme l'Occident ne semble pas disposé à prendre en compte les préoccupations de sécurité russes, Moscou semble n'avoir d'autre choix que de continuer à se battre. Ce faisant, elle encourage l'Europe à atteindre les objectifs de dépenses de défense de l'OTAN précédemment négligés et à développer des capacités militaires indépendantes visant à contrer la Russie, distinctes de celles des États-Unis. La Pologne réémerge comme une force forte et antagoniste aux frontières de la Russie. Ces tendances modifient l'équilibre militaire européen à long terme, désavantageant Moscou. Et les États-Unis, rien qu'en 2022, les États-Unis ont approuvé une aide de 113 milliards de dollars à l'Ukraine. The United States approved $113 billion in aid to Ukraine. The Russian defense budget in that year was less than half of that, $54 billion. Cette année-là, le budget de la défense russe était inférieur à la moitié de 54 milliards de dollars. Depuis lors, il a presque doublé. Les industries de défense russes ont été revitalisées. Certaines fabriquent maintenant plus d'armes en un mois que ce qu'elles faisaient auparavant en un an. Malgré une guerre à grande échelle de 18 mois menée à la fois par les États-Unis et l'Union européenne, l'économie autonome de la Russie a tenu bon. Elle a récemment dépassé l'Allemagne pour devenir la 5e économie la plus riche au monde et la plus grande en Europe, en termes de parité de pouvoir d'achat. C'est la méthode la plus précise pour comparer la taille des économies. Contrairement aux affirmations répétées de l'Occident selon lesquelles la Russie épuisait ses munitions ou perdait la guerre d'usure en Ukraine, ce n'est pas le cas, tandis que l'Occident l'est. Le courage impressionnant de l'Ukraine n'a pas été à la hauteur de la puissance de feu russe. Pendant ce temps, la prétendue menace de la Russie pour l'Occident, qui était autrefois un argument convaincant pour l'unité de l'OTAN, a perdu sa crédibilité. Les forces militaires russes se sont révélées incapables de conquérir l'Ukraine, sans parler du reste de l'Europe. Cependant, la guerre a appris à la Russie comment contrer et surmonter la plupart des armements avancés de l'OTAN et des États-Unis. Avant que les États-Unis et l'OTAN ne rejettent les négociations, la Russie était prête à accepter une Ukraine neutre et fédéralisée. Au cours de la phase initiale de son invasion de l'Ukraine, la Russie a réitéré sa volonté dans un projet de traité de paix avec l'Ukraine. Cependant, les États-Unis et l'OTAN ont empêché Kiev de le signer. With Ukraine, which the United States and NATO blocked Kyiv from signing. Western diplomatic intransigence has failed to persuade Moscow. La diplomatie occidentale obstinée n'a pas réussi à convaincre Moscou d'accepter le nationalisme ukrainien ou l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN et la sphère d'influence américaine en Europe. Au contraire, la guerre par procuration semble avoir persuadé Moscou qu'il doit affaiblir l'Ukraine, maintenir les territoires ukrainiens qu'il a illégalement annexés et éventuellement en annexer davantage. Cela garantit que l'Ukraine se trouve dans un état où elle ne peut pas rejoindre l'OTAN ou réaliser la vision ultranationaliste et anti-russe de son héros d'après-guerre, Stepan Bandera. La guerre a conduit à une unité superficielle au sein de l'OTAN, mais des divisions claires existent entre les membres. Les sanctions imposées à la Russie ont gravement endommagé les économies européennes. Sans les approvisionnements énergétiques russes, certaines industries européennes ne sont plus compétitives sur le plan international. L'impact sur l'Allemagne a été particulièrement significatif.
Comme cela a été démontré lors du récent sommet de l'OTAN à Vilnius, les pays membres ont des opinions divergentes sur l'admission de l'Ukraine. L'unité au sein de l'OTAN semble peu susceptible de durer au-delà de la guerre. Ces réalités expliquent pourquoi la plupart des partenaires européens de l'Amérique veulent mettre fin à la guerre dès que possible. La guerre en Ukraine a définitivement mis fin à l'ère post-soviétique en Europe, mais elle n'a pas rendu l'Europe plus sûre. Elle n'a pas amélioré la réputation internationale de l'Amérique ni renforcé sa domination. The war has instead accelerated the emergence of a post-American multipolar world order. La guerre a en réalité accéléré le développement d'un ordre mondial multipolaire post-américain. Cela inclut une alliance anti-américaine entre la Russie et la Chine. Pour affaiblir la Russie, les États-Unis ont utilisé des sanctions unilatérales extrêmement intrusives. Celles-ci comprennent des sanctions secondaires qui ciblent les activités commerciales régulières entre d'autres pays. Ces activités ne concernent pas les États-Unis et sont légales dans les pays où les transactions ont lieu. Washington a activement entravé les échanges commerciaux entre les pays qui ne sont pas impliqués dans la guerre en Ukraine. Cela est simplement dû au fait qu'ils ne soutiennent pas la politique américaine. En conséquence, de nombreuses régions du monde cherchent maintenant à établir des connexions financières et logistiques que les États-Unis ne contrôlent pas. Cela inclut des efforts internationaux accrus pour mettre fin à la domination du dollar, qui est le fondement de la suprématie américaine. Si ces efforts aboutissent, les États-Unis ne pourront pas maintenir les déficits commerciaux et de paiement qui soutiennent notre niveau de vie actuel et notre statut de société la plus puissante du monde. L'utilisation par Washington de pressions politiques et économiques pour contraindre d'autres pays à suivre nos politiques anti-russes et anti-chinoises a clairement échoué. Cela a même conduit d'anciens États clients des États-Unis à chercher des moyens d'éviter de s'impliquer dans de futurs conflits américains et guerres par procuration auxquels ils ne soutiennent pas, comme celle en Ukraine. And proxy wars that they do not support, like that in Ukraine. To this end, they are abandoning exclusive reliance on the United States. Ils s'éloignent de la dépendance exclusive envers les États-Unis et établissent des liens avec divers partenaires économiques, politiques et militaires. Cela est particulièrement évident au Moyen-Orient, où des pays comme Israël, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis prennent leur distance vis-à-vis des États-Unis. Ils veulent toujours maintenir notre protection, mais ils diversifient leurs relations internationales dans d'autres aspects. La diplomatie agressive de l'Amérique n'a pas isolé la Russie ou la Chine. Au contraire, elle a aidé Moscou et Pékin à renforcer leurs relations en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cela a réduit l'influence des États-Unis et accru la leur. En résumé, la politique américaine a causé d'importantes souffrances en Ukraine et a augmenté les budgets de défense aux États-Unis et en Europe. Cependant, elle n'a pas réussi à affaiblir ou isoler la Russie. Poursuivre la même approche ne permettra pas d'atteindre ces objectifs américains fréquemment énoncés. La Russie a appris à contrer les systèmes d'armes américains et à développer des contre-mesures efficaces. Elle est devenue militairement plus forte, pas plus faible. Elle s'est éloignée de l'influence occidentale, sans devenir plus isolée. Si le but de la guerre est d'établir une paix meilleure, cette guerre n'y parvient pas. L'Ukraine est dévastée au nom de la russophobie. À ce stade, personne ne peut prédire avec confiance l'avenir de l'Ukraine ou de son peuple une fois les combats terminés, ni même comment les arrêter. Or how many Ukrainians will be left when the fighting stops, or how to stop it. Kyiv just failed to meet more than a fraction of its recruitment goals. Kiev n'a pas réussi à atteindre la plupart de ses objectifs de recrutement. La stratégie de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien a toujours été déplaisante. Cependant, lorsque l'OTAN est sur le point de manquer d'Ukrainiens, ce n'est pas seulement cynique, c'est aussi une option de moins en moins réalisable. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce désastre? Il nous a rappelé de manière brutale les principes fondamentaux de l'art de gouverner. Les guerres ne déterminent pas qui a raison, elles déterminent qui reste. La manière la plus efficace de prévenir la guerre est de réduire ou d'éliminer les peurs et les plaintes qui y mènent. Si vous ignorez ou ne répondez pas aux préoccupations d'une partie qui se sent lésée, vous risquez de provoquer une réponse violente. Personne ne devrait aller en guerre sans objectif clair, une stratégie pour les atteindre et un plan pour mettre fin à la guerre.
Le courage et le sentiment de justice ne peuvent pas remplacer la puissance militaire et l'endurance. En fin de compte, les guerres se gagnent ou se perdent sur le champ de bataille, pas à travers une propagande qui renforce des illusions. Ce qui est perdu sur le champ de bataille est rarement récupéré à la table des négociations. Si une guerre ne peut pas être gagnée, il est généralement préférable de chercher des conditions pour y mettre fin plutôt que de perpétuer l'échec. Il est temps de se concentrer sur la sauvegarde autant que possible de l'Ukraine. Cette guerre est devenue une question de survie pour l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'un soutien diplomatique pour négocier la paix avec la Russie, sinon ses sacrifices militaires auront été vains. L'Ukraine est en train d'être dévastée. It is being destroyed. It must be rebuilt. The key to preserving Ukraine is to empower and back. La clé pour préserver l'Ukraine réside dans sa reconstruction. Nous devons donner du pouvoir et soutenir Kiev pour mettre fin à la guerre dans les meilleures conditions possibles. Nous devons également faciliter le retour de ces réfugiés, dont beaucoup n'ont actuellement aucune intention de revenir. De plus, nous devrions utiliser le processus d'adhésion à l'Union européenne pour promouvoir des réformes libérales et établir un gouvernement intègre dans une Ukraine neutre. Malheureusement, tel que cela se présente, Moscou et Washington semblent tous deux déterminés à poursuivre la destruction continue de l'Ukraine. Indépendamment de l'issue de la guerre, Kiev et Moscou devront finalement trouver un moyen de coexister. Washington devrait soutenir Kiev dans son défi à la Russie, l'incitant à reconnaître la sagesse et la nécessité de respecter la neutralité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette guerre devrait également inciter à une réflexion sérieuse à Washington, Moscou et à l'OTAN sur les conséquences d'une politique étrangère militarisée dépourvue de diplomatie. Si les États-Unis avaient accepté de parler avec Moscou, tout en continuant de rejeter bon nombre de ses demandes, la Russie n'aurait peut-être pas envahi l'Ukraine. Si l'Occident n'était pas intervenu pour empêcher l'Ukraine de ratifier un traité avec la Russie au début de la guerre, un traité que d'autres ont aidé l'Ukraine à accepter, l'Ukraine pourrait maintenant être intacte et en paix. Cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Chaque partie impliquée a perdu plus qu'elle n'a gagné. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé en Ukraine. Nous devrions étudier ces leçons en profondeur et les prendre à cœur. I think we should thoroughly study these lessons and take them to heart. Thank you.